en plein milieu de la saison de chasse. Je croise des gendarmes à la mairie de Faux où je travaille. Et là, le gendarme me transmet un arrêté préfectoral qui m'ordonne de me dessaisir de mon arme de chasse immédiatement et qui m'annule aussi mon permis de chasse par la même occasion. Le problème, c'est que l'arrêté dit aussi que pour des raisons de sécurité intérieure, ils ne peuvent pas me communiquer le contenu de l'enquête. Donc voilà, je n'ai dans les faits aucune précision sur pourquoi je suis considéré comme dangereux avec une arme et sur pourquoi la préfète a décidé de me cibler moi en particulier. Paul, comme Sylvain, se sont vus retirer leur permis de chasse par arrêté préfectoral de la Creuse et de la Corrèze. Pour quelles raisons leur retire-t-on ainsi le droit de chasser? Un privilège aristocratique qui, à partir de la Révolution française, évoluera pour aboutir au droit de chasse pour tous. Retour sur une décision arbitraire que seuls les recours en justice semblent pouvoir contredire. Comment est-ce que tu en es venu à demander un permis de chasse et à commencer en fait à chasser? Ça fait plusieurs années que je suis ici et c'est à force d'arpenter les forêts, à force de me poser des questions sur la biodiversité. Ce qui m'intéressait aussi avec la chasse, c'était pouvoir aussi me réapproprier les questions de consommation de viande, pouvoir apprendre à dépecer un animal, le cuisiner. Et donc j'ai passé la journée théorique et l'examen pratique assez facilement. Et derrière, j'ai mis une année avant de rejoindre un groupe de chasse. Et j'étais très bien intégré très rapidement par le chef du groupe, Jean, et aussi par les autres chasseurs. Et je trouvais ce que je recherchais, c'est-à-dire faire des rencontres avec des personnes que je ne croisais pas par ailleurs. Pour Sylvain, habitant en Corrèze, même scénario, mêmes envies et mêmes conséquences. J'habite dans le secteur d'Argentat sur Dordogne, donc dans le sud-est de la Corrèze. Je suis venu à la chasse, d'une part par curiosité personnelle, un peu pour voir comment ça fonctionnait, et d'autre part pour connaître les voisins du secteur dans lequel j'arrivais. Et après j'ai passé 4 saisons de chasse, dont 3 dans la société de chasse de ma commune. Donc début 2022, j'ai reçu un courrier, un arrêté préfectoral qui ordonnait le dessaisissement de mes armes de chasse que j'avais enregistré par le tout nouveau système d'information sur les armes SIA qui envoie automatiquement un message à la préfecture pour consultation, est-ce que cette personne est fréquentable et ainsi de suite. Et du coup, je reçois un arrêté de dessaisissement motivé par des faits sans rapport ni proportion avec la soi-disant dangerosité qui motive normalement un dessaisissement. Toi, tu te dirais écologiste? Mais oui, je pense que je peux dire quand même que je suis un écologiste dans le sens où je me sens engagé sur des questions écologistes, notamment sur la forêt ici. Mais un écologiste qui chasse? Ah ouais, oui, c'est un peu... ça peut paraître entre guillemets contradictoire, mais justement, je trouve ça intéressant aussi d'essayer de briser un peu les groupes qui, soi-disant, existent et un peu complexifier ces questions-là. Et clairement, oui, c'était une de mes motivations aussi en intégrant un groupe de chasse, c'était un peu discuter de ça avec les chasseurs, montrer qu'en fait, les écolos, c'est pas tous des personnes qui pensent qu'il faut toucher à aucun arbre, toucher à aucun animal, et que de l'autre côté aussi, montrer à mes potes ou à des groupes écolos qu'on peut s'intéresser à ces questions-là à partir du territoire en fait. Ne pas avoir une position surplombante sur la gestion de la forêt, la gestion de la faune et de la flore. Toi, tu te dirais écologiste? Oui, enfin, mon implication dans des mouvements écologistes, mais disons que dans la logique policière, je pense pas avoir été qualifié juste comme ça. Voilà, moi je m'imaginais plutôt que c'était une histoire parce que par ailleurs je suis engagé dans le mouvement social contre l'industrialisation de la forêt et par ce qu'on avait fait avant, des choses tout à fait légales, on savait déjà qu'on était sous surveillance, que la préfecture cherchait à nous empêcher d'agir. Donc moi j'avais plutôt fait ce lien-là, voilà. Et puis il y avait ce truc, il ne faudra pas que ça devienne comme Tarnac ici. Et il y a eu des campagnes un peu de harcèlement de la population, en particulier dans la période Covid, qui ne ciblaient pas juste moi, mais plutôt une espèce de groupe social. Voilà, en particulier des contrôles très très zélés d'autorisation de se déplacer, des couvre-feux, et puis des contrôles systématiques de consommation de cannabis sur les ronds-points à toutes heures. Voilà, il y a toute une flopée de gens qui ont perdu leur permis. Et c'était vraiment une période très définie dans les 10 ans que j'ai passé ici. L'arrêté préfectoral concernant Paul cite 3 organismes, le Code de la sécurité intérieure, le Service national des enquêtes administratives de sécurité,
ainsi que le Service central des armes et explosifs. Le Service national des enquêtes administratives en particulier a accès à tous les fichiers de police, de renseignement et de justice afin de vérifier les antécédents judiciaires des demandeurs de permis. Or, dans le cas de Paul, rien à signaler. Vu que je n'ai aucun antécédent judiciaire, que j'ai jamais été inquiété par la justice ni par la police, que j'ai jamais eu de garde à vue ni de plainte contre moi, bah, j'en déduis que je dois être dans un des fichiers de renseignement. Même pas un petit vol à l'étalage? Ah, malheureusement non, rien au compteur, je suis bien triste, hein, mais... Même pas un excès de vitesse? Eh non, même pas, non, j'ai tous mes points, non, j'ai vraiment testé toutes les hypothèses, à part être inscrit dans un fichier de renseignement, là à ce stade, je vois pas... Mais pourquoi est-ce que tu serais inscrit dans un fichier de renseignement? Eh bien, parce que comme je te l'ai dit, je suis quand même actif dans des groupes politiques, notamment sur les questions de la forêt. J'ai participé à des manifestations qui défendent des forêts vivantes, contre certaines pratiques comme les coupes rases. Mon identité a déjà été contrôlée sur ce genre de manifestations. On sait que la préfecture scrute beaucoup sur notre territoire ce genre de moments, ce genre de manifestations. Et j'en déduis que ça a dû être relevé, inscrit dans un fichier. Et puis au moment où j'ai fait ma demande de permis, c'est remonté au niveau de la préfecture, ça fait bip bip quoi. Et donc ils se sont dit, en y croyant réellement ou pas, je sais pas, mais que c'était primordial de m'interdire mon permis de chasse. J'ai aussi pris contact avec une avocate pour pouvoir attaquer cet arrêté au tribunal administratif, puisque heureusement encore en France, quand il y a des décisions arbitraires qui sont prises, on peut quand même les contester au tribunal administratif. L'avantage aussi de passer au tribunal, c'est que la préfecture va devoir fournir un peu plus d'éléments sur pourquoi elle me considère comme une personne dangereuse. Et ça a donné quoi? Sur ton permis de chasse et sur le port d'armes, quoi? Et là, il y a eu une première décision, une décision en première instance au tribunal administratif de Limoges, qui conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral pour des motifs de fond et de forme. Donc voilà, c'est un jugement assez solide qui annule une décision qui était très mal ficelée, apparemment, d'après les juges. Dans les faits, les préfets ont de plus en plus de pouvoir, et en plus avec toute une paranoïa sécuritaire de plus en plus importante, ils vont au bout de ces pouvoirs-là. Et ils prononcent des interdictions contre des individus comme moi, mais aussi contre des associations, contre le financement. Ils prononcent des arrêts de subventions, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le planning familial de Corrèze, qui elle aussi vient par une décision arbitraire du préfet de Corrèze, vient de se voir enlever un agrément par la préfecture, sans aucune justification et contradiction, et qui du coup, en ce moment même, sont aussi en train de faire un recours au tribunal administratif. Mais oui, forcément là, je peux que être d'accord avec cette affirmation que la justice est le dernier rempart là, face à l'autoritarisme de l'État, de plus en plus fort. Dernière question, la chasse, c'était un privilège c'était la fin d'un privilège qui a eu lieu dans la Révolution française. C'est une des lois, les autocrates qui avaient le droit de chasser et pas le peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple, mais pas tout le monde. Donc il y a une inversion du privilège quelque part, c'est tout le monde a le droit de chasser, sauf certaines personnes. Ouais, les écolos. Ouais, les écolos de gauche, peut-être qu'on n'a pas le droit à ce privilège-là, alors que les autres personnes peuvent chasser assez librement et avec une certaine indulgence même pour certains par rapport à certains accidents même, je dirais. Donc ouais, je suis d'accord que c'est un peu une espèce de retour au privilège de chasser, mais pas sur des bases d'être propriétaire foncier ou propriétaire de terrain, mais plutôt sur des bases d'idées politiques, visiblement.